l'odeur âcre d'urine fermentée se mêlait à la senteur douceâtre et nauséabonde de chair en décomposition. Charles II d'Espagne, le dernier des Habsbourg espagnols, gisait dans ses appartements royaux de l'Alcazar de Madrid, son corps se convulsant de spasmes incontrôlables tandis que la salive coulait le long des commissures de sa bouche déformée. À 38 ans, cet homme jadis considéré comme le monarque le plus puissant d'Europe n'était plus qu'une ombre pathétique de lui-même, ses yeux vitreux fixés sur quelque chose que lui seul pouvait voir, peut-être les esprits qui, selon les murmures dans les couloirs du palais, venaient le visiter chaque nuit. Ses mains squelettiques tremblaient violemment, griffant les draps de soie comme s'il tentait de s'accrocher à la vie qui lui échappait entre les doigts. L'air de la chambre était lourd, imprégné d'encens et du parfum écœurant des fleurs que sa cour disposait partout dans une tentative désespérée de masquer l'odeur de décadence émanant du corps royal. Sa respiration était un souffle rauque, entrecoupé de gémissements qui résonnaient dans les murs de pierre comme les lamentations d'une âme en peine. La faible lumière des bougies dansait sur son visage cadavérique, créant des ombres qui semblaient se mouvoir indépendamment, comme si les démons qui tourmentaient son esprit avaient pris forme physique dans l'atmosphère. Mais comment en sommes-nous arrivés à ce moment d'absolue désolation ? Comment l'héritier du plus grand empire de l'histoire humaine s'est-il transformé en cette figure grotesque, mi-homme, mi-spectre, qui conversait avec les morts et se traînait dans les couloirs de son propre palais comme un fantôme vivant ? L'histoire de Charles II est la chronique d'une malédiction qui s'étendait sur des générations, une tragédie qui avait commencé bien avant sa naissance et qui avait trouvé en lui son expression la plus cruelle et la plus définitive. Il était le produit inévitable de 200 ans de mariage consanguin, une pratique que les Habsbourg avaient élevée au rang d'art politique sans comprendre qu'ils tissaient en réalité leur propre linceul génétique. Lorsque Marianne d'Autriche donna naissance à ce garçon chétif le 6 novembre 1661, tout le royaume attendait avec impatience un héritier qui puisse restaurer la gloire déclinante de l'Empire espagnol. Mais ce qui émergea du ventre royal était bien différent de ce que tous attendaient, un enfant qui semblait avoir été modélé davantage par la main cruelle du destin que par l'amour divin qui protégeait supposément la dynastie. La question de la succession est devenue une obsession qui consumait à la fois Charles et sa cour. Il s'est marié 2 fois, d'abord avec Marie-Louise d'Orléans, puis avec Marianne de Neubourg, mais les 2 mariages ont été marqués par une tragédie silencieuse et constante. Charles était physiquement incapable de consommer convenablement ses mariages, son état génétique rendant pratiquement impossible la génération d'héritiers. Les nuits de noces se sont transformées en expériences traumatiques pour toutes les parties impliquées, Charles montrant des comportements étranges et parfois violents, comme s'il était possédé par des forces qu'il ne pouvait contrôler. Les épouses rapportaient des expériences troublantes lors de leurs moments intimes. Marie-Louise, dans des lettres privées à ses proches, décrivait comment Charles s'arrêtait parfois au milieu de leurs ébats conjugaux, fixant des coins vides de la chambre et murmurant des paroles qu'elle ne pouvait comprendre. Elle mentionnait une odeur étrange émanant de son corps, accentuée durant ces moments, un mélange de sueur aigre et de quelque chose de sucré qui lui causait des nausées. Le bruit de la respiration laborieuse de Charles pendant ces rencontres était décrit comme obsédant, évoquant davantage les derniers soupirs d'un mourant que les sons d'un homme dans un moment d'intimité. La stérilité de Charles était devenue un sujet d'intérêt public et international. Des médecins de toute l'Europe furent appelés pour examiner le roi et tenter de trouver une solution à son état. Ces traitements étaient brutaux et dégradants, saignées constantes qui le laissaient encore plus faible, purgatifs violents qui le laissaient des jours entiers en agonie et des procédures expérimentales qui frisaient la torture. L'odeur des médicaments et des ongueurs appliqués sur son corps créait une atmosphère constamment médicinale dans les appartements royaux, un mélange d'herbes amères, d'huiles rances et de substances chimiques qui rendait l'air presque irrespirable. Durant sa vingtaine, Charles développa une obsession croissante pour la mort et le surnaturel. Il passait des heures dans les mausolées royaux, conversant avec les tombeaux de ses ancêtres comme s'il pouvait l'entendre et lui répondre. Les gardes qui l'accompagnaient lors de ces visites rapportaient des expériences troublantes, des baisses soudaines de température lorsque Charles s'approchait de certains tombeaux, des murmures semblant provenir des pierres elles-mêmes et la sensation constante d'être observé par des yeux invisibles. Charles semblait prospérer dans cet environnement morbide, devenant plus animé et articulé que partout ailleurs. Sa fascination pour la mort se manifestait aussi dans ses habitudes alimentaires de plus en plus étranges. Charles développa une préférence pour les aliments commençant à se décomposer, comme si le goût de la putréfaction était plus attirant pour lui que les saveurs fraîches. Il exigeait que sa nourriture soit laissée à l'air libre pendant des jours avant d'être servie, créant une odeur putride qui imprégnait ses appartements.
Lorsqu'il mangeait, le son était perturbant, un mélange de mastication baveuse, d'étouffements et de gémissements qui causait des nausées aux domestiques présents. Sa salive était devenue épaisse et visqueuse, coulant constamment sur les coins de sa bouche déformée et créant des taches permanentes sur ses vêtements. Les épisodes de possession, comme on les appelait à la cour, devinrent plus fréquents et violents à mesure que Charles vieillissait. Durant ces événements, son corps se tordait de manière humainement impossible, sa voix changeait complètement de ton et de timbre, et il parlait des langues que personne ne pouvait reconnaître. Le son qui sortait de sa gorge durant ces épisodes était décrit comme inhumain, un mélange de grognements, de murmures et de cris qui résonnaient dans les murs du palais comme les lamentations d'âmes en peine. Son visage se transformait complètement, prenant des expressions de haine et de malice qui semblaient appartenir à une autre personne. Lors d'un de ces épisodes particulièrement violents, Charles attaqua plusieurs domestiques, ses mains squelettiques se mouvant avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi physiquement fragile. Il réussit à casser des meubles coûteux, à déchirer d'anciennes tapisseries et même à arracher des morceaux de décoration des murs, le tout en émettant des sons glaçants. Lorsqu'il se calma finalement, il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé, regardant autour de lui avec une confusion authentique les dégâts qu'il avait causés. Ces épisodes laissaient une odeur particulière dans l'air, un mélange de soufre et de chair brûlée qui mettait des heures à se dissiper. La religiosité de Charles était intense mais déformée. Il passait des heures en prière, mais ses prières étaient souvent incompréhensibles, un mélange de latin mal prononcé et de mots semblant provenir de langues inexistantes. Il avait développé une fixation particulière pour les reliques sacrées, mais sa manière de les vénérer était troublante. Il les léchait, les mordillait et parfois les pressait contre son corps nu, comme s'il essayait d'absorber leur sainteté à travers sa peau. L'odeur d'encens dans ses appartements était constamment mêlée à l'arôme de sa propre transpiration et des huiles qu'il appliquait sur son corps durant ses étranges rituels. Ses confesseurs rapportaient des expériences profondément troublantes lors des confessions. Charles décrivait avec des détails graphiques ses visions et ses rêves, parlant de rencontres avec des démons, des anges déchus et des esprits de mort qui, selon lui, venaient le visiter régulièrement. Il affirmait que ces êtres lui révélaient des secrets sur le futur, sur le destin de son royaume et sur les péchés cachés de sa cour. Ces descriptions étaient si vives et détaillées que même les prêtres les plus sceptiques commencèrent à se demander s'il n'y avait pas quelque chose de surnaturel dans son état. La cour espagnole, durant les dernières années du règne de Charles, se transforma en un lieu de superstition et de terreur. Les nobles embauchaient des exorcistes privés pour protéger leur propre famille, craignant que la malédiction qui affligeait le roi puisse se propager. Le palais était constamment rempli d'odeurs étranges, encens brûlés lors de rituels de protection, herbes médicinales bouillies en potions magiques et l'odeur persistante de décomposition qui semblait émaner des murs eux-mêmes. Les domestiques travaillaient par quarts plus courts, incapables de supporter longtemps l'atmosphère oppressive qui imprégnait chaque recoin de l'édifice royal. Les apparitions que Charles rapportait devinrent plus spécifiques et troublantes. Il parlait d'une femme vêtue de blanc qui apparaissait dans ses appartements toutes les nuits, pleurant des larmes de sang tout en tenant un enfant mort dans ses bras. Il décrivait des hommes sans visage qui marchaient dans les couloirs, laissant des traces humides qui sentaient la terre de cimetière. Il mentionnait constamment une figure sombre qui s'asseyait au pied de son lit, l'observant pendant des heures sans dire un mot, respirant seulement avec un son qui rappelait le vent passant par des tombeaux ouverts. Même face à tout cela, sa foi ne vacilla pas complètement, bien qu'elle soit devenue quelque chose de grotesque et de déformé. Charles croyait sincèrement que son état était une forme d'épreuve divine, que Dieu l'avait choisi pour souffrir au nom de tout le peuple espagnol. Cette conviction lui donna une étrange forme de détermination et de dignité, même alors que son corps se détériorait et que son esprit se fragmentait. Il voyait ces visions non pas comme des signes de folie, mais comme des révélations sacrées que lui seul était capable de recevoir et d'interpréter. Les dernières années de Charles furent marquées par une détérioration accélérée de toutes ses facultés. Son corps devint encore plus squelettique, sa peau prit une coloration jaunâtre et cireuse, et ses yeux perdus complètement tout éclat de vie. L'odeur qu'il exhalait s'intensifia au point de devenir insupportable, un mélange de douceur putride, d'acidité métallique et de quelque chose d'indéfinissable qui rappelait la terre humide d'un cimetière. Ses mouvements devenaient presque complètement incoordonnés et il avait besoin d'une aide constante pour les tâches les plus basiques.
Son élocution se détériora jusqu'à devenir pratiquement inintelligible. Les mots sortaient de sa bouche comme un mélange de gémissements, de murmures et de sons gutturaux qui ressemblaient plus à des bruits d'animaux qu'à un langage humain. Lorsqu'il tentait de communiquer, les domestiques devaient s'approcher très près de lui pour essayer de comprendre ce qu'il disait, une expérience que tous décrivaient comme profondément troublante. Le son de sa respiration était devenu un râle constant, un bruit humide et laborieux qui emplissait n'importe quel endroit où il se trouvait. Durant ces derniers mois, Charles développa une obsession pour les miroirs. Il passait des heures à regarder son reflet, mais il ne semblait pas reconnaître la figure qu'il voyait le regarder en retour. Parfois, il parlait à sa propre image, comme s'il s'agissait d'une autre personne, entretenant des conversations animées avec le reflet que personne d'autre ne pouvait entendre. D'autres fois, il criait et se débattait en voyant son propre visage, comme si la vue de son apparence était plus qu'il ne pouvait supporter. Les miroirs dans ses appartements apparaissaient fréquemment brisés ou fissurés, bien que personne ne sache expliquer comment cela se produisait. La question de la succession devint désespérée durant les derniers jours de Charles. Des pressions politiques de toute l'Europe se concentraient sur lui, chaque puissance essayant de garantir que le vaste empire espagnol passerait à quelqu'un favorable à ses intérêts. Charles, dans ces moments de lucidité, comprenait l'importance de sa décision, mais son esprit fragmenté rendait impossible de maintenir une cohérence dans ses choix. Il changeait d'avis constamment, favorisant tantôt des candidats français, tantôt des candidats autrichiens, créant une instabilité politique qui menaçait de plonger toute l'Europe en guerre. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle, prisonnière d'un limbe entre la vie et la mort, entre la réalité et les visions qu'il tourmentait. Dans ces derniers jours, Charles semblait plus esprit qu'homme, sa présence physique si ténue que parfois les domestiques n'étaient pas sûrs s'il était réellement là ou si ce n'était qu'une d'autres apparitions qui hantaient le palais. Sa respiration devenait si faible qu'il était nécessaire de placer des miroirs près de sa bouche pour vérifier s'il était encore en vie. Les médecins qui le soignèrent durant ces derniers moments rapportaient des expériences qui les marquèrent pour le reste de leur vie. La chambre où Charles gisait exhalait une odeur qu'il décrivait comme étant de mort non encore arrivée, pas exactement l'odeur de la décomposition, mais quelque chose qui annonçait la mort de manière univoque. La température de la pièce fluctuait inexplicablement, tantôt glaciale comme un mausolée, tantôt étouffante comme si elle était chauffée par des flammes invisibles. Certains jurèrent avoir vu des ombres se déplacer le long des murs, des figures spectrales qui semblaient attendre le moment final. Durant ces dernières heures conscientes, Charles parla longuement des visions qui l'accompagnaient. Il décrivit un lieu où, selon lui, il avait déjà été de nombreuses fois en rêve. Une vaste salle obscure peuplée de tous ses ancêtres Habsbourg, tous le regardant avec un mélange de tristesse et de soulagement. Il parla d'une lumière lointaine qui l'appelait, une présence chaleureuse qui promettait de le libérer du poids de son existence terrestre. Ces paroles, bien qu'encore déformées par son état physique, avaient une qualité poétique et transcendante qui surprit tous les présents. L'ironie finale de la vie de Charles II se manifesta dans ces derniers moments. Cet homme, qui avait été tourmenté par des visions et des apparitions toute sa vie, qui avait été considéré comme maudit et possédé par des forces des ténèbres, trouva dans la mort non pas la terreur que tous attendaient, mais une paix sereine qui avait été absente de son existence. Ses derniers souffles furent doux et tranquilles, comme s'il avait enfin trouvé le repos qu'il avait cherché toute sa vie. L'odeur de décomposition qui avait émané de son corps pendant des années disparut complètement, remplacée par un parfum doux et propre qui rappelait des fleurs fraîches. Ce que le monde a tenté d'effacer est devenu éternel. Charles II mourut sans laisser d'héritier, mettant définitivement fin à la dynastie des Habsbourg en Espagne et plongeant l'Europe dans la guerre de succession d'Espagne. Mais sa mort marqua également la fin d'une ère de dégénérescence génétique et de décadence dynastique qui avait hanté l'Europe pendant des siècles. Paradoxalement, son infertilité et son incapacité à perpétuer la lignée familiale furent, en fin de compte, une bénédiction pour l'humanité, interrompant un cycle de souffrance génétique qui aurait pu se poursuivre pendant des générations. L'héritage de Charles II transcende son existence physique et ses limitations humaines. Il est devenu un symbole de la fragilité de la condition humaine, un rappel que même les empires les plus puissants peuvent s'effondrer lorsqu'ils sont construits sur des fondations génétiquement insoutenables.
Son histoire a servi d'avertissement aux générations futures sur les dangers des mariages consanguins et de l'obsession dynastique du pouvoir. Médecins et scientifiques ont étudié son état pendant des siècles, contribuant à des avancées significatives dans la compréhension des maladies génétiques et héréditaires. Plus profondément, la vie de Charles II représente une méditation sur la souffrance humaine et la quête de sens au milieu de l'adversité. Il vécut une existence que beaucoup considéreraient comme une malédiction, mais y trouva une étrange forme de but et de dignité. Ses visions, réelles ou imaginaires, lui offrirent un monde intérieur riche et complexe qui compensait, d'une certaine manière, ses limitations physiques et sociales. Sa foi, bien que déformée, resta un phare d'espoir au milieu des ténèbres de son état. La cour espagnole que Charles laissa derrière lui fut transformée à jamais par sa présence. Le palais, qui avait été le théâtre de sa tragédie personnelle, continuait de résonner des souvenirs de son passage. Valets et nobles qui avaient été témoins de son état portèrent ces expériences comme des cicatrices invisibles, transmettant à travers les générations les leçons apprises durant ces années sombres. L'odeur d'encens qui avait constamment imprégné ses appartements resta gravée dans les pierres du palais, comme si le bâtiment lui-même avait absorbé l'essence spirituelle de sa lutte. Les historiens et les philosophes ont trouvé dans la vie de Charles II une source inépuisable de réflexion sur les paradoxes de l'existence humaine. Son histoire démontre comment la souffrance extrême peut coexister avec des moments de transcendance spirituelle, comment la faiblesse physique peut abriter une force intérieure inébranlable et comment une malédiction apparente peut se révéler, en fin de compte, comme une étrange forme de bénédiction. Il vécut à la frontière entre la vie et la mort, entre la réalité et la vision, entre l'humain et le divin, nous offrant une perspective unique sur les mystères de l'existence. La transformation de Charles, de prince plein d'espoir en roi spectral, d'héritier d'un empire en symbole de décadence, d'être humain en légende hantée, représente l'une des plus puissantes narrations sur la condition humaine jamais enregistrée dans l'histoire. Son parcours nous enseigne que même dans les circonstances les plus adverses, même lorsque le corps faillit et que l'esprit se fragmente, l'esprit humain peut trouver des moyens de transcender ses limites et de toucher l'éternité. Sa vie fut un rappel constant que la vraie royauté ne réside pas dans les titres ou le pouvoir, mais dans la capacité à faire face à la souffrance avec dignité et à trouver un sens même dans les expériences les plus sombres. Le roi qui conversait avec les esprits a laissé à l'humanité un héritage qui va bien au-delà de sa lignée génétique interrompue ou de son empire fragmenté. Il nous a laissé une compréhension plus profonde des limites et des possibilités de l'expérience humaine, de la relation complexe entre le corps et l'âme, de la nature de la souffrance et de la transcendance. Son histoire continue de résonner à travers les siècles, nous rappelant que même dans les vies les plus apparemment tragiques, il peut y avoir une étrange beauté et une sagesse profonde qui ne se révèlent qu'à ceux qui sont disposés à regarder au-delà des événements. Charles II d'Espagne, le dernier des Habsbourg espagnols, le roi qui parlait aux morts et voyait l'invisible, demeure dans l'histoire non seulement comme un symbole de décadence dynastique, mais comme un témoignage de la capacité humaine à trouver un sens et un but même dans les circonstances les plus extrêmes. Sa vie nous enseigne que la véritable tragédie n'est pas de souffrir, mais de souffrir sans sens, et que même la souffrance la plus profonde peut être transformée en sagesse lorsqu'elle est affrontée avec courage et foi. Cet homme qui vécut entre deux mondes, qui marcha à la frontière entre la vie et la mort, qui trouva dans sa propre fragilité une étrange forme de force, continue de nous fasciner et de nous enseigner sur les mystères les plus profonds de l'existence humaine.